On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Souvent ici à l'émission, on reçoit des entrepreneurs naissants, nouvelles entreprises et tout ça. Là, cette fois, on fait le bilan de la première année du clan des brasseurs où on nous aide à fabriquer notre propre bière. On les reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, on est plus dans le monde du pain, de la boulangerie. Transaction très, très, très importante, le vin numéro 5 qui met la main sur la boulangerie Bissonnette. Importante transaction dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a appris il y a quelques jours que le vin numéro 5, actuellement situé au Halles Saint-Jean, s'est porté acquéreur de la boulangerie Bissonnette, qui est une boulangerie qui existe depuis plus de 80 ans dans la région. Il y a un petit côté historique aussi à tout ça. Deux invités pour en parler, les copropriétaires de le vin numéro 5. D'abord, Martine Lorrain-Caillé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Accompagné de Mathieu Bissonnette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Première question toute simple. Est-ce que cette idée-là vous trottait dans la tête depuis quelque temps? En fait, non. C'était pas, le projet de base n'était pas de faire l'acquisition d'une autre entreprise. Le vin numéro 5 allait quand même super bien et tout ça. Puis on se faisait beaucoup demander différents projets qu'on devait refuser. Fait qu'au mois de, disons, à l'automne 2017, on s'est mis à réfléchir comment on pouvait optimiser nos équipements, comment on pouvait optimiser notre production. On a fait un beau plan d'optimisation de la production, puis on s'est mis à réfléchir, puis on avait des investissements importants à faire en termes d'équipement au hall et aussi un jeu de Tetris parce que notre espace n'était pas super grand. Puis à un moment donné, on a eu l'idée de valider plutôt quels étaient les autres lieux qu'on pourrait utiliser, dans le fond, pour faire une production. Fait que c'est comme ça qu'on a décidé de téléphoner à Éric Bissonnette pour voir s'il y avait des intérêts ou s'il y avait l'intention éventuellement de vendre au centre-ville ici, parce que nous, dans le fond, les équipements devenaient intéressants, puis les pieds carrés devenaient intéressants pour répondre à nos besoins de grandissant, finalement, de notre production. Bon. Au moment où vous avez, je pense, légèrement réduit votre espace au hall, où je pense que c'est le four qui est parti, c'est ça, principalement? C'est quand on a déménagé la production, ça. À ce moment-là, est-ce que vous saviez que vous étiez sur le point d'acheter la boulangerie Bissonnette? Ah, c'était déjà fait. Ouais. Ah, c'était déjà fait? Oui. Ah. Parce que quelqu'un m'a posé la question, m'a dit, bon, je ne sais pas, peut-être que, tu sais, des fois, les rumeurs, peut-être que les temps sont durs, ils ont réduit leur nombre de pieds carrés. Non, en fait, c'était une opportunité, en fait, les pieds carrés. Parce que, dans le fond, la transaction a eu lieu le 16 octobre dernier. Puis, notre voisin, Vol au Vent, avait besoin de pieds carrés supplémentaires. Puis, dans le courant de la transaction, à un moment donné, on l'a croisé, mais on a fait « Est-ce que tu as toujours besoin de pieds supplémentaires? » Puis il dit « Bien, justement, je suis en train de regarder pour avoir plus d'espace. » Donc, tu sais, des fois, les étoiles s'alignent, puis on fait « Yeah! » On peut procéder. C'est ça que je me suis dit en apprenant la transaction. Je me suis dit probablement que les pourparlers étaient en cours depuis quelque temps, je présume. Oui, ça fait presque un an, dans le fond, qu'on travaille. Comme je vous dis, on a entamé l'optimisation en 2017, puis on a commencé les pourparlers au début 2018. Bon. Mathieu, parle-nous peut-être aussi du volet un peu historique de la transaction, parce qu'Éric, c'est ton cousin. La famille Bissonnette est impliquée dans cette boulangerie-là depuis 85 ans. C'est quoi le... Je comprends que c'est une transaction, mais en même temps, il y a un volet aussi historique, familial. Oui. Avant tout, là, j'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse sur notre clientèle, remercier notre clientèle d'être fidèle, puis d'accepter les petits pépins qu'il y a eu dans les dernières semaines. Là. Tout ça va se corriger dans les plus brefs délais. Ouais. Mais pour l'histoire familiale, mais non, c'est ça. Moi, je suis un petit garçon, je me promène dans la boulangerie, je vois mon père, mes grands-parents, puis tout ça. Puis c'est toujours un petit pincement au cœur quand on parle de cette histoire-là dans la famille. Puis grosso modo, ça me trottait dans la tête quand même depuis que je suis jeune de retomber dans le plancher familial de la boulangerie du centre-ville. Un petit clin d'œil à la famille. D'où notre nom aussi, le vin numéro 5, la 5e génération, comme tous ceux qui connaissent l'histoire. Bon. Éric n'est pas ici avec nous, mais pour lui, est-ce que c'était, comme on dit, un bon timing pour lui de procéder à une transaction? Oui, je pense que oui. Bien, je pense qu'il était peut-être pas le jour 1 où il aurait fait sa transaction, mais en ayant une opportunité, je pense que c'est ça. Des fois, le timing arrive avec l'opportunité. Bon, cette transaction-là fait en sorte que, il y a la boulangerie Bissonnette qu'on connaît sur la rue Champlain, mais il y a aussi un autre comptoir de service qui, lui, est situé à Saint-Luc. Donc, ça aussi, ça fait partie de la transaction. Oui, tout est dans cette transaction-là. Ça nous donne 3 points de vente maintenant qui nous appartiennent et 2 autres points de service, mettons, là, comme chez mon père, sur le boulevard Séminaire, qui vend nos pains, nos produits, nos desserts, et ainsi que la ferme Guillon, qui vend nos produits desserts et pains.
du côté de Chambly. Oui. Bon. De ce que j'ai compris, pour ce qui est de la boutique de Saint-Luc, elle va porter éventuellement la bannière Levain numéro 5? Oui. Tout à fait. Donc, Oui, pourquoi? Ben, Est-ce que c'est la marque que vous désirez installer un peu partout? Ben oui, je pense que nous, en fait, on a bâti Levain numéro 5. C'est notre marque de commerce. On en est fiers, on y travaille. On est 5 actionnaires dans cette entreprise-là, là, 3 symboliques, puis nous 2. Les symboliques étant les enfants, c'est Tout ça? à fait. OK. Et ça prend des héritiers, c'est ça? Ben, je ne Ouais, sais pas si c'est ce sera des héritiers, ils pourront faire leur propre choix, ils sont encore jeunes. Mais ils ont déjà une grande fierté à ça. Puis je pense que nous, dans le fond, on est parti de zéro. C'est sûr que Bissonnette, c'est une institution ici, puis on la respecte beaucoup. Puis les clients aussi, on s'entend que c'est une marque qui est forte. Mais on va assurer une transition, on va trouver une façon, là, justement, de jumeler les deux. Mais clairement, je pense que notre marque est porteuse aussi. Nous, on s'est fait solliciter pour ouvrir un peu partout dans d'autres villes aussi. Ouais. Donc, je pense que c'est le vin numéro 5 qui est en demande également. Donc, on va voir là, comment, au niveau des communications, on va pouvoir mettre ça de l'avant. Bon. Tu y faisais référence dans ta réponse précédente. Donc, ton père René, ta sœur Sabrina opèrent toujours pâtisserie Air Bissonnette sur Séminaire dans le quartier de Normandie, ce qui ne fait pas partie de la transaction. Donc, ça, c'est important comme tel, de non. noter. Bon. Dans le cas de la boulangerie Bissonnette, évidemment, le souvenir qu'on en a, ou que moi j'en ai de fort longtemps, il y avait aussi une forme de production. Même on livrait le pain à la maison, même à une certaine époque. Évidemment, l'industrie s'est transformée avec le temps. Mais en quoi cela devient-il complémentaire de ce que vous faisiez déjà avec le vin numéro 5 au Val-Saint-Jean en termes de production de pain? Bien, présentement, là, on est capable de distribuer les produits dans les épiceries. On prend le flambeau de ce que Bissonnette faisait déjà avant, puis maintenant, nous, on va pouvoir progresser les ventes là-dessus. OK. Donc, dans le fond, la production va principalement se faire sur Champlain? En fait, tout est déménagé, comme on disait tantôt. Dans le fond, on a déménagé la production le lendemain de la transaction là, parce qu'on avait des délais avec notre voisin là, pour les pieds carrés nécessaires pour lui. Là, puis Noël arrivait à grands pas également. Puis nos 2 productions, les 2 équipes, dans le fond, ont fusionné. Ils ont travaillé très, très fort. D'ailleurs, les employés, ils ont fait un travail exceptionnel pour pouvoir mettre en commun les 2 productions. Donc, on a fait un peu une sélection là, du meilleur des 2 mondes, puis on travaille vraiment fort. Puis comme Mathieu disait tantôt, on remercie aussi les clients parce que dans la transition, le pain, c'est de la chimie. Hein. C'est une recette, c'est vivant, ça s'adapte au four, ça s'adapte à tout ça. Fait que là, dans le fond, dans toute cette transition-là, bien, certaines de nos recettes qui étaient faites au Hall, notre chef boulanger est parti aussi un peu au même moment. Donc, ça a fait un peu des petites modifications dans nos pains. Ouais. Mais par contre, ça s'améliore de jour en jour. Là, on est en train de retrouver vraiment le meilleur des 2 mondes. Bon. Le pain, évidemment, ça fait partie un peu de notre alimentation très nord-américaine, même en Europe aussi beaucoup. C'est comme le café. Les gens vont toujours boire du café, les gens vont toujours manger du pain. Mais les gens, ils veulent quoi comme sorte de pain? C'est quoi que la clientèle veut aujourd'hui? Maintenant, c'est un pain plus artisanal, très alvéolé. Puis la fermentation est importante là-dedans. Puis ça prend des connaissances pour pouvoir faire ça. Fait faut engager du monde qui sont connaissants, puis il faut qu'ils aient le goût de transmettre leurs connaissances. Mais à la base, c'est ça. Maintenant, le monde désire un petit pain un peu plus traditionnel qu'un pain d'épicerie. On le voit bien avec notre demande. Oui, excuse-moi. Bien, je pense qu'aussi, les gens sont à la recherche de produits qui sont faits avec de la matière première de première qualité. Donc, des produits qui n'ont pas d'agent de conservation, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de gras ajouté. On a vraiment des produits qui sont faits avec juste des ingrédients de base. Là. Fait que, comme vous disiez, les ingrédients chez nous, il n'y en a pas 50 ajoutés. C'est sûr que les pains ne dureront pas 4 semaines dans un tiroir oublié. Ouais. Mais vous êtes sûr là, d'avoir des choses de qualité. Puis on a plusieurs pains aussi à base de levain, notre levain naturel qui est fait à base de pommes. Donc, c'est aussi, en termes pour la santé et tout ça, je pense que les gens recherchent des produits de qualité. Donc, c'est ça qui nous distingue aussi de ce qui se fait des grandes surfaces. Bon. Sur le plan plus personnel, j'ai cru comprendre, c'était comme un accident de parcours un peu, parce qu'initialement, tu étais dans le domaine de la finance. Entre les deux, oui. Entre les deux. Oui, c'est ça. Pour finalement aboutir avec l'ouverture de Levain numéro 5. Dans ton cas, tu avais travaillé entre autres au Conseil économique, travaillé chez Artaud, travaillé avec d'autres mandats, etc., etc. Vous avez quand même 3 enfants qui sont en bas âge, donc 3 enfants sous la barre des 10 ans. C'est quand même, sur le plan personnel, familial, une grosse aventure. Comment vous jaugez avec ça? Donc,
Plus toi. Il vient de passer la rondelle. Oui, pas si pire, pas si pire. C'est un jeu de passe. En fait, ben, c'est sûr que, tu sais, on s'entend qu'on fait beaucoup de jonglerie. On a quand même un horaire qu'on est capable d'adapter. Fait que dans le fond, si moi je finis tard ou si lui commence tôt ou vice-versa, bien, on s'entend qu'il faut se baquer. Une chance qu'on a des parents pas loin aussi. Mes parents sont très, très, très utiles dans notre démarche entrepreneuriale parce qu'ils sont là. C'est des ambassadeurs en premier lieu, puis en deuxième lieu, des super taxis, des gardiennes qui viennent baquer quand on n'est pas capable d'arriver à temps. Mais je pense que les enfants, ils apprécient ça aussi. C'est sûr que là, présentement, d'après moi, ils trouvent ça un peu difficile. Là. On est pas mal 7 sur 7 là, dans le cadre de cette transition-là, mais... Bon, on essaye de ne pas oublier aucune de leurs activités, puis de procéder à tous les matchs de hockey, etc. Là. Ouais. Ouais. Parce que quand même, vous vous embarquez dans quelque chose d'important qui va peut-être aussi grossir avec les années, quoique les enfants vont finir par vieillir aussi. Mais en même temps, même sur le plan professionnel, dans vos deux cas à vous, c'est aussi un peu un changement de carrière depuis quelques années. Là. C'était un retour à la source, dans mon cas, moi. J'avais quitté l'emploi familial avec mon père pour me diriger dans un autre domaine, puis que j'ai fort apprécié aussi. Là, mais l'amour est que je suis retombé dans la farine, finalement. Mais c'est quoi aussi, c'est au-delà de l'objectif, c'est la passion qui vous anime, c'est le fait d'avoir sa propre entreprise. C'est quoi qui... On est entrepreneur en premier. Puis moi, j'avais l'amour du pain. Moi, j'avais l'amour des entreprises. Puis avec Martine, les deux mondes font qu'on est rendu là. Puis commencer à travailler ensemble. Bien, il y a une vitre qui nous sépare, ça va super bien. On a des forces de chacun des domaines. C'est pas toujours facile. Mais ça aussi, c'est un défi sinon, de travailler avec... On n'a pas trop de friction là-dessus. Non, mais en fait, c'est ça. En termes d'équipe, notre avantage qu'on a, c'est qu'on n'a vraiment pas les mêmes champs d'expertise. Fait que, tu sais, moi, je n'irai pas me mettre le nez dans la production. J'ai pas le savoir-faire, j'ai pas les connaissances. Savoir comment ça marche pour faire un pain, honnêtement, c'est pas mon dada à moi, c'est le sien. Mais moi, c'est plus la base des affaires qui m'intéresse. Donc, le développement des affaires, les clients, la gestion d'entreprise, m'organiser pour que ça fonctionne, faire la transaction, les négociations, c'est plus dans ce champ-là. Fait qu'officiellement, on ne joue pas vraiment dans les plates-bandes de l'un de l'autre. Fait que c'est un peu ça l'avantage qu'on a. Ça n'aurait pas eu lieu si Martine n'aurait pas été là. Ça, c'est très important. C'est le cerveau de l'histoire. Alors, félicitations encore une fois pour cette transaction. Et puis, on va vous souhaiter évidemment la meilleure des chances dans vos développements futurs. J'ai cru comprendre que votre souhait ultime, c'est d'avoir 5 points de service. Bien, ça, c'est pas mal le minimum, mais c'est un peu ça l'idée du 5. Hein? C'est ça. C'est dans l'idée du 5. Mais si on peut se permettre aussi, la semaine prochaine, justement pour les clients de Saint-Luc, qui s'adaptent à nous, hein, puisque c'était un Bissonnette, maintenant c'est un levain numéro 5. On va faire une semaine spéciale café gratuit, dans le fond. On vient d'installer une nouvelle machine italienne, fait qu'on va offrir le café du 17 au 22, si je ne me trompe pas. Fait que pour les clients, pour les remercier, puis les faire redécouvrir leur boulangerie de quartier. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Restez avec nous, puisqu'au retour, on fait un peu le bilan de cette première année d'opération pour le clan des brasseurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on reçoit un gars qui a joué au hockey, au golf, qui a étudié aux États-Unis. Il performe dans tout. Vincent Blanchette est avec nous. Quelle émission. Oui. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Depuis quelques années déjà, les Québécois découvrent année après année de nouvelles bières, des bières de microbrasserie, mais vient aussi avec ça le désir peut-être de fabriquer sa propre bière et d'avoir, qui sait, une microbrasserie à la maison. Et c'est un peu ce qu'ont déniché nos deux prochains invités. Ils tissent un peu un bilan de leur première année d'opération avec le Clan des Brasseurs. Deux invités, Guillaume Gartin, bonsoir. Bonsoir. Accompagné d'Hugo Saint-Amand. Bonsoir et bienvenue. Salut, salut. Bon, ça fait un an, à peu près? Oui, tout à fait. Bien, en fait, 1 an et 3 mois, là. Ça fait 1 an au début du mois d'août, en fait. Bon. Quel est le bilan que vous tracez après cette année d'opération? Bien, écoute, clairement, la clientèle est au rendez-vous. On découvre des nouveaux clients à chaque semaine. Écoute, ça vient soit par Google, des gens qui passent en avant. Il y a encore plein de gens de la ville qui nous découvrent. Mais définitivement, là, c'est palpable. Les gens veulent de plus en plus brasser et recherchent ça. Bon. Et est-ce que les gens sont souvent, je dirais pas... craintif de dire « ouais, je veux le faire, mais si tu bien du trouble, je veux-tu vraiment m'embarquer là-dedans? » Est-ce que les gens sont curieux? Ils vous posent des questions? Énormément, énormément. Les gens, en fait, c'est un milieu qu'ils connaissent très peu, mais ils aiment beaucoup le fait que nous, ça fait des années qu'on brasse, donc on a beaucoup de conseils pour les gens qui veulent débuter dans le domaine ou des gens qui veulent peaufiner leur technique. Donc, on est quand même assez bon pour être capable d'accompagner les gens, leur donner des conseils, être capable de leur montrer directement sur place les manipulations qu'on a à faire, leur donner des imitations, peu importe. Oui, les gens ont beaucoup de questions à ce niveau-là, mais par rapport à notre expérience, on est capable de les suivre là-dedans. De façon générale, les gens vont nous appeler, nous poser des questions continuellement, puis nous autres, c'est là où on est quand même assez fort. On est capable d'aider les gens, dans le fond, à mieux comprendre, dans le fond, c'est quoi le procédé de faire de la bière à la maison. Quand on initie les gens, souvent, on leur propose de commencer simplement par une partie un peu plus facile, c'est-à-dire de terminer le processus, de voir si déjà les étapes les intéressent, si ce n'est pas un fardeau. Puis à partir de là, on les aide à progresser puis à augmenter les manipulations. Bon. Dans le fond, de ce que je comprends, c'est que les gens qui vont chez vous, ils peuvent soit, disons, avoir le kit pour faire la fabrication de A à Z, mais on peut également leur vendre comme une base, c'est ça? Oui, bien c'est en plein ça. Dans le fond, nous, depuis le mois d'octobre l'an passé, on avait commencé à faire des tests. On brasse des mous artisanaux sur place. Donc, à chaque semaine, je fais des annonces sur Facebook et je dis aux gens, bon, bien cette semaine, admettons, on va vous proposer notre milkshake IPA. Donc, je donne un descriptif, j'annonce les saveurs, ce que ça va sentir, le taux d'alcool visé. Je donne des exemples commerciaux, entre guillemets, pour que les gens soient capables de se repérer là-dedans. Ouais. Et j'annonce combien ça coûte, la façon que ça fonctionne. Les gens nous apportent un fermenteur vide, leur touris, et nous, quand le mou est refroidi, on remplit le contenant à 20 litres. Ils le rapportent à la maison. Il leur reste qu'à ajouter la levure et leur petit système de fermentation très simple à installer. Donc, ils ont cette option-là ou partir avec une trousse déjà faite, style microbrew. Et là, ils font une fermentation primaire là, dans un fermenteur. Okay. Donc, dans le plus simple, disons, là, on part vraiment là, du néophyte qui ne connaît rien là-dedans. Il veut essayer ça. Il ne veut pas que ça soit trop compliqué. Donc, il ramasse chez vous le maximum. Une fois qu'il arrive à la maison, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Rendu à la maison, c'est quand même pas très compliqué. Donc, nous, de la façon qu'on procède, on va capsuler la tourie, le fermenteur, avec un bouchon style un peu cruche d'eau, où il y en a qui ont des fermenteurs qui n'ont pas nécessairement on s'arrange pour qu'ils puissent le transporter. Puis à partir de là, la personne a simplement à stériliser un peu l'environnement, ajouter la levure et installer en fait juste un petit système de fermentation. Pendant la première semaine, on fait juste laisser les choses aller. La deuxième semaine, des fois, il y a des ajouts à faire. On peut rajouter des copeaux de chêne, on a des fois des houblons à ajouter vers la fin de la fermentation. Mais mis à part ça, c'est les seules étapes à faire. Après ça, il reste simplement à transférer le liquide pour se débarrasser des restants de levure, les restants de houblon ou les ajouts qu'on a mis à l'intérieur. Puis à partir de là, on ajoute le sucre de refermentation si on refermente en bouteille. Puis les gens qui veulent se faire des kegs à la maison, là, ils font simplement transférer le liquide à l'intérieur du keg en question. Et on instaure la carbonatation, puis on le gaze de cette façon-là. Donc, et tout ça demande combien d'heures et combien de semaines? Entre le moment où je quitte votre magasin puis que je bois ma bière, là, il se passe quoi? Bien, sérieusement, la personne, quand elle arrive à la maison, on va dire qu'elle a peut-être 10-15 minutes là, à s'occuper de mettre sa levure, le petit système de fermentation. En tant que tel, on n'y retouche pas avant 2 à 3 semaines. Quand ils sont rendus au moment de l'embouteillage, ça peut leur prendre 1 à 2 heures, dépendamment de leur expérience. Faire un keg, c'est environ une demi-heure.
Et bon, si on keg, on peut la boire au bout de 3 jours. Si on embouteille, c'est une moyenne là, de 2 à 3 semaines en bouteille avant de pouvoir goûter le produit. C'est certain qu'il y a des produits qui gagnent à vieillir un peu en bouteille, style un Scotch Ale, un Barley Wine, un Imperial Stout russe. Mais de façon générale, en dedans d'un mois et demi, on peut boire ce qu'on a fait. Et ça donne quoi comme quantité? Les gens, à la base, ils partent avec un 20 litres à la maison. Après la fermentation, la sédimentation, on récupère de façon générale entre 19,5 litres à 18 litres, dépendamment des ajouts. Souvent, les styles IPA sont un peu plus voraces, dans le fond. Le houblon va absorber une certaine quantité de liquide et on ne veut pas avoir tous ses feuilles. Mais de façon générale, c'est beaucoup entre 18 et 19,5 litres à la fin, le produit final. Bien, les moûts artisanaux que nous, on fait, là, de façon générale, c'est moitié moins cher que de t'acheter ça au dépanneur. Donc, je donne toujours un prix au litre, puis c'est moitié moins cher que de l'acheter au dépanneur. Donc, ultimement, ça te revient à peu près la moitié du prix. C'est ça. Ouais. Dans le pire des cas, c'est à peu près la moitié du prix, mais souvent, on est capable d'être encore un peu moins. Même un peu moins que ça. Souvent, la moitié, au moins, c'est le plus cher que ça peut coûter de façon générale. Donc, ça donne un petit référent par la suite. Et la qualité du produit, parce qu'ultimement, on peut bien dire, OK, c'est le fun, je le fais moi-même, ça me coûte moins cher, mais au-delà du prix, il faut que ça soit bon aussi. D'idéal. Définitivement. Non, mais tu sais, je me rappelle à une autre époque où les gens font encore... je prends l'exemple des gens qui font leur vin. Il y en a qui ont eu du succès, mais il y en a qui ont eu moins de succès. Disons que tu arrivais chez le beau-frère qui disait « Hey, j'ai fait mon vin. » Tu vois, sais-tu, ça me tente pas à soir. Il y a eu des recettes un peu malheureuses là-dedans. Mais dans le cas de la bière, est-ce que c'est moins risqué, moins compliqué? Est-ce que la qualité, le goût du produit est plus au rendez-vous, plus fiable? Tout dépend de comment on s'y prend. T'sais, dans les faits, si les gens viennent nous acheter des moûts artisanaux, nous, on brasse, ça fait des années, on a beaucoup d'expérience. Je fais des contrôles de pH avancés, je fais des ajustements d'eau avec plusieurs minéraux, on fait des tests de qualité, on a pris de l'expérience pendant un moment avant de proposer des moûts artisanaux aux gens. Donc, on vend quelque chose de qualité. C'est sûr que quand on part avec une trousse, ben c'est un peu plus général, grand public, donc ça vaut la peine de jouer un peu avec pour peaufiner la recette. Qu'est-ce qui vous a surpris dans la première année? Y a-t-il des affaires auxquelles vous ne vous attendiez pas, des surprises, bonnes ou mauvaises, je ne sais pas? Une des surprises, on s'est rendu compte qu'on pensait que les brasseurs brassaient énormément en été. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'est beaucoup dans les entre-deux des saisons. Donc, on parle de l'automne, du printemps. Étonnamment, l'été, les gens sont beaucoup en vacances, veulent passer plus de temps en famille, vont à l'extérieur, donc n'ont pas le temps nécessairement de faire le suivi de tout ce qui est la fermentation. Puis l'hiver, c'est pas tout le monde qui est équipé pour pouvoir produire de la bière malgré la température ou maintenir la fermentation. Pour la fermentation, on essaie de maintenir à peu près un 20 degrés Celsius pour la majorité des bières. Donc, souvent, c'est les deux contraintes, finalement, qu'on s'est rendu compte que les gens avaient. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que dans les entre-deux des saisons, donc l'automne, le printemps, là, c'est là où nos brasseurs sont les plus actifs. Puis le reste du temps, ils vont beaucoup nous acheter des mous, des bières qu'on va faire directement à la boutique. Donc, même des brasseurs qui font déjà leur bière à la maison vont faire « Bon, mais finalement, j'ai pas le temps, je vais passer du temps en famille, je pars en vacances, mais j'ai besoin de bière à la maison. » Ça ne changera pas. Donc, de cette façon-là, ils vont simplement se procurer un mou que nous autres, on a fait, puis pouvoir reflouer un peu les coffres de bière, on pourrait dire. Parce que ces brasseurs-là, ça leur prend environ 6 heures de travail dans une journée. Donc là, c'est tout le temps la contrainte du temps de dire, bon, ben là, la famille, le travail, j'ai pas le temps de brasser. Mais bon, ils reconnaissent notre talent. On était des conseillers en bière pendant des années, donc on a de l'expérience. Puis là, ben tout le monde parle de nous en ce moment. Fait que là, on va les essayer, les mous des gars. Puis là, finalement, ben, je sauve 6 heures de travail, j'ai plus de temps avec ma famille. Bon, je ramasse un mou, je le fais fermenter, c'est facile. C'est quoi le portrait type du client qui débarque chez vous? Parce qu'on s'entend que j'imagine que la majorité qui débarque chez vous n'ont jamais fait ça de leur vie. Bien, c'est assez hétéroclite, étrangement. Sérieusement, il y a des gens qui débutent, des jeunes étudiants du cégep qui veulent, bon, ça les intéresse ou sauver des sous, autant que des brasseurs vraiment qui sont très qualifiés, là, qui même brassaient avant nous, mais nous, on brasse toutes les semaines en ce moment. Là. Donc, on prend de l'expérience quand même rapidement là-dedans. Puis, en termes de diversité, là, les produits, ça va de quoi à quoi? Là? Nous, on aime beaucoup explorer un peu de tous les styles. Jusqu'à présent, on a fait autant ce qui est IPA, de façon générale, un peu tous les facettes. Donc, tout ce qui est Pale Ale, Session IPA, IPA classique, double IPA. Là, on avait dans le fond, notre milkshake IPA qui est beaucoup plus sur le fruit. Mais on explore aussi beaucoup les styles allemands. On a fait une rousse fumée. On a sorti des saisons, donc on va beaucoup dans les styles belges. Dans les blanches, on fait autant des styles belges qu'allemands.
J'oublie-tu quelque Ben, chose? je lance une brute IPA ce dimanche, qui est comme la dernière tendance. On a fait de la Northeast IPA, mais on fait autant des bières à l'anglaise, des stouts, des porters, des brown ale. On fait des Scotch ale plus à l'écossaise. Et au-delà de la passion, l'expérience d'être en affaires? Ben c'est vraiment bien. Écoute, comme tout le monde l'a dit, c'est pas toujours facile, mais de vivre de sa passion au quotidien, ça fait vraiment, ça donne de l'espoir. Puis écoute, ça s'en vient vraiment bien. On est rendu avec une clientèle d'environ 400 personnes. C'est sûr qu'ils ne sont pas tous là à chaque semaine, mais ça reste qu'il y a des gens qui descendent maintenant de Montréal, il y a des gens qui descendent de Bromont, on a des gens là, qui descendent de relativement loin pour venir nous voir. Ils trouvent qu'on est des passionnés, qu'on offre un bon service. Donc, écoute, ça va super bien. Là, en ce moment, le temps des fêtes arrive, donc les gens sont en mode cadeau. Ben, nous, on fait des certificats cadeaux sur place, on donne des formations de brassage là, de A à Z sur place. Donc là, en ce moment, j'en vends beaucoup. Ça intéresse les gens de connaître le procédé au complet. On va commencer à donner des petits ateliers au mois de janvier et même offrir la fermentation sur place quelque part avant le printemps. Bien, fort intéressant. Merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances pour l'an 2 du clan des brasseurs. Bien, merci beaucoup. Merci. La deuxième de plusieurs. C'est ça. Vous êtes toujours sur séminaire, hein? Tout à fait. Oui. Bon, tout à fait. Restez avec nous. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Parlons de relève agricole. Il existe des bourses un peu partout au Québec, notamment à la MRC de Rouville, bourse de 10 000 $. Donc, il y a un certain laps de temps pour s'inscrire. Donc, c'est le moment de le faire et aller visiter le site Internet de la MRC de Rouville. Chaque semaine, des extraits du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo. 4 000 $ en prix. 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire desservi par la télévision du Richelieu. Entre-temps, si vous désirez me joindre, plus rapide et plus facile par courriel, commentaires, suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.